passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette déjà 4e matinale du festival. Merci d'être aussi fidèles à ce rendez-vous de bon matin. Ça nous fait chaud au cœur, on n'est pas tout seul. Et je démarre avec Mohamed El Khatib. Bonjour. Bonjour. Vous présentez à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon du 4 au 19 juillet La vie secrète des vieux. Et c'est une première pour vous au festival, alors que vous êtes un touche-à-tout, théâtre, installation, cinéma et même curateur de musée. Rien ne semble effrayer ou faire obstacle à votre envie de création. Il était temps de vous voir à l'affiche du festival, vous ne trouvez pas ? Si vous le dites. Non, enfin, non seulement il était temps, mais c'est une émotion particulière parce que je vois, il y a deux vieux que je vois. Et, enfin, il y en a beaucoup plus. On va en parler. Non, il y en a beaucoup plus, Mais il y en a deux qui appartiennent au CMEA, Oui. le Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. C'est un mouvement d'éducation populaire qui accompagne les festivaliers, notamment au lycée Saint-Joseph. Et moi, j'ai commencé petit au CMEA. Et puis, j'ai été animateur. Et donc, j'accompagnais des groupes voir des spectacles à Avignon. Et je me souviens que mon premier festival d'Avignon, c'était en 2003. Voilà, donc l'année de l'annulation. Et ça commençait fort. Et c'était un moment intense, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de spectacle, mais c'est pas grave, parce que c'était une vraie agora politique. Il y avait des débats partout, est-ce qu'il faut jouer, pas jouer, etc. On va se poser la question dans 3-4 jours d'ailleurs. Mais c'était extrêmement vivant politiquement. Et puis le fait d'être avec les CMEA, c'était une façon de vivre le festival autrement. C'est-à-dire non seulement on pouvait voir les spectacles, mais il y avait des débats tous les matins, tous les après-midi, et puis il y avait des ateliers de pratique. Et donc vous mêliez l'engagement intime, corporel, individuel, et puis les débats théoriques, les échanges, etc. Donc c'était très riche. Et donc voilà, pour moi c'est un peu irréel de se dire j'ai passé mon temps, beaucoup de temps comme animateur, et un jour de me retrouver là, de ce côté-là, voilà. Il était temps. On peut le dire. Alors pour ce nouveau projet, vous avez réuni 9 apprentis comédiens et comédiennes, dont la plus jeune, Martine, a 75 ans, et la doyenne, Jacqueline, vient de fêter ses 91 ans. Pour parler de la jeunesse de ce projet, j'aimerais vous faire entendre une voix amie. Au fond, Mohamed El Khatib se trouve toujours sur le fil du rasoir. Et donc on a été le voir à Chambéry, dans ce fameux EHPAD, dont je savais bien, moi, qu'il avait investi au moment où nos boules à neige s'étaient un peu fracassées sur la crise sanitaire. J'étais un peu jaloux. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il leur trouve à ces résidents de l'EHPAD que moi, je n'ai pas? Et en fait, je lui ai posé des questions parce que je ne savais pas vraiment, j'avais pas bien compris ce que c'était que ce projet. Je craignais au fond que ça soit une sorte de prise de pouvoir de l'art contemporain dans un lieu de vie. Et évidemment, c'est pas du tout ça. La voix de l'historien Patrick Boucheron, votre acolyte dans le projet Boule à neige, qui jalousait les résidents et les résidentes de l'EHPAD de Chambéry, auprès de qui vous passiez plus de temps qu'avec lui. C'est pendant votre résidence au Blé d'Or à Chambéry que l'idée de ce nouveau projet est née ? Oui, complètement. Parce que je me suis retrouvé dans un EHPAD, c'était au moment du Covid, et les EHPAD étaient fermés. Les gens mouraient par milliers et il n'y avait pas de possibilité d'organiser des rituels d'adieu. C'était une période extrêmement violente. Et à ce moment-là, Marie-Pia Bureau, à Chambéry, m'a demandé de venir travailler dans un EHPAD. L'ancienne directrice de la scène nationale de Chambéry. Et mon premier réflexe, c'était de me dire je vais travailler sur la mémoire, sur le corps diminué, sur la perte d'autonomie, la dépendance, etc. Et puis je me suis dit, mais c'est une mauvaise idée. On fait tout ça, c'est le premier réflexe qu'on a. Et on n'interroge jamais les vieilles et les vieux sur la vitalité, sur le désir, sur ce dont ils ont encore envie, sur comment ils se projettent. Et donc je me suis mis à parler comme ça, de façon un peu spontanée, d'amour notamment. Et les témoignages étaient très, très généreux.
les gens parlaient extrêmement librement. Et parfois, ça me mettait même un peu mal à l'aise. Et donc, je me demandais, mais pourquoi ça me met mal à l'aise ces histoires d'amour de vieilles et vieux? Et puis, il s'est passé une chose, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un me raconte sa vie par le menu, sa vie amoureuse et sexuelle, etc. Et il me dit, qu'est-ce que vous allez faire de ce que je vous raconte? Et je dis, je sais pas, peut-être une pièce de théâtre, un film. Il me dit, écoutez, faites ce que vous voulez de mes histoires, mais surtout, ne le dites pas à mes enfants, ils ne sont pas au courant. Et je me suis dit, là, il y a un sujet de spectacle. Ça commence comme ça. En tout cas, à une période, lors des tournées de vos spectacles, vous aviez glissé un petit mot dans les feuilles de salle qui mentionne « Si vous avez plus de 75 ans et des histoires d'amour, appelez-moi ». Vous avez reçu combien de coups de fil? Beaucoup. Beaucoup. Alors, pas seulement de vieilles et de vieux, mais aussi des fois des enfants qui me disaient « Allez voir ma grand-mère, elle est incroyable ». Ou « Allez voir mon grand-père ». Donc, il y a un peu de dénonciation comme ça. Mais ça m'a permis de rencontrer une centaine de personnes entre 75 et 102 ans. Je dis 75, c'était un peu arbitraire, puisque se posait la première question, à partir de quand on est vieux? C'est une vraie question. Certains sont vieux à 30 ans et d'autres sont jeunes à 80 ans, etc. Mais l'expérience de la vieillesse n'est pas du tout la même selon votre classe sociale, votre genre, votre origine, votre sexualité, etc. Donc voilà, les expériences sont différenciées. C'est pour ça que j'ai voulu avoir sur le plateau des personnes très différentes, pour avoir comme ça une espèce de paysage amoureux, de trajectoires complètement différentes. Et la feuille de salle là, de ce nouveau projet stipule que le casting peut varier selon la longévité de ses membres. Comment vous avez travaillé avec cette épée Damoclès au-dessus de la tête pour arriver au résultat que vous allez nous partager? D'ailleurs, je pense qu'il y a eu une petite perte en route, triste perte. Et effectivement, c'est-à-dire que assez vite, quand on s'est... Là, vous allez voir, il y a 7-8 personnes sur scène, mais ils sont une douzaine. Il y a une douzaine de vieilles et vieux. D'ailleurs, je dis vieilles et vieux, c'est par leur faute. Enfin, moi, je disais personnes âgées, du troisième âge, etc. Ils m'ont dit non, mais arrête d'euphémiser. On est vieilles et vieux, et il n'y a rien de dégradant à ça. Et donc, assumons-le tel quel. Un peu comme le dit Laura Adler, je suis vieille et je vous emmerde. Ou Brigitte Fontaine, je suis vieille et je vous encule. Mais en tout cas, c'est une manière de retourner le stigmate du politiquement correct, en fait? Oui, complètement. Et de ne pas euphémiser ni la fin de vie, ni la mort, et de pouvoir commencer par nommer les choses. Et assez vite, ce groupe d'une douzaine de personnes s'est dit, on est dans des états de santé fragiles, on ne sait pas combien de temps on va pouvoir tourner. Alors ils se sont fait un espèce de pacte comme ça, en se disant que quoi qu'il arrive, si quelqu'un disparaissait, et il y a quand même plus de probabilité que pour n'importe quel spectacle, il se débrouillerait pour que tout le monde aille en tournée d'une façon ou d'une autre. Et donc on vit avec ça, avec cette fragilité-là, et d'une fois sur l'autre, voilà, on espère que tout le monde puisse être sur scène. Et je crois que c'est ce qui donne aussi de la force à ce projet, parce que moi j'ai rarement vécu ça, c'est-à-dire de ne pas savoir si on allait se retrouver. Et à un moment donné, Jean-Pierre dit dans le spectacle, Jean-Pierre Dupuis, à chaque fois que je fais l'amour, je me dis que c'est peut-être la dernière fois, alors tâche de bien t'appliquer. Voilà. Et je pense, et c'est pareil pour l'acte théâtral d'une certaine façon, c'est peut-être la dernière fois, alors soyons au rendez-vous. Et donc voilà, c'est la première fois que je fais une pièce à obsolescence programmée comme ça, on ne sait pas si on sera encore là l'année prochaine ou celle d'après. Et puis quand on sera plus assez nombreux, on arrêtera la tournée tout simplement, quoi. Je me dis qu'à partir de 3-4, c'est plus jouable. Alors le grand âge serait celui de la sagesse, mais la sagesse n'a jamais dit que la vie sexuelle et amoureuse s'arrêtait après 70 ans. Pourquoi le sujet est tabou et même un angle mort des études en sciences humaines? Il y a plusieurs phénomènes qui jouent. C'est que on considère que les gens sont rassasiés, ont vécu pleinement leur vie, et donc passé 70 ans... vous sortez du marché sexuel, pour dire vite, du marché de la séduction. Et qu'on a cette espèce d'image d'Épinal, la mamie aux cheveux blancs qui fait des gâteaux pour les petits-enfants, le papy qui aide à monter les meubles Ikea, etc. Et donc il y a une espèce de déni comme ça, une marginalisation, mais pas seulement sur le plan sexuel, aussi sur le plan citoyen, politiquement, la façon dont les vieilles et les vieux sont marginalisés, mis en périphérie dans des EHPAD qui sont davantage des mouroirs que des lieux de vie. Et donc il y a une décote qui est particulièrement violente chez les femmes aussi, qui vivent beaucoup plus violemment la vieillesse. Et passé 70 ans, vous sortez du marché sexuel de façon extrêmement brutale. Alors que parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées,
j'ai trouvé par exemple que les femmes étaient beaucoup plus inventives. C'est-à-dire que côté homme, passé 75 ans, disons, passer la perte de puissance, dès lors que vous ne bandez plus, c'est terminé. C'est d'une violence assez prononcée. Et du coup, parfois, la vie sexuelle s'arrête comme s'il n'y avait pas d'autre mode possible. Alors que chez les femmes, j'ai pu noter que passé 70 ans, passé le poids des charges mentales, familiales, du travail, etc., il y avait la possibilité d'une réinvention, d'une nouvelle exploration du corps, du plaisir qui reprenait toute sa place, etc., et que ça pouvait se prolonger beaucoup plus longtemps. Et puis d'ailleurs, sur une centaine de personnes, suite à cette petite annonce, j'ai eu seulement une dizaine d'hommes qui ont accepté de témoigner. Ah. Et donc à 90%, ce sont les femmes qui prennent en charge la parole, et ce qui est un classique, hein, toute la parole émotionnelle, relative au corps, à l'intimité, etc. Et donc tout ce poids social, mais on pourrait aussi l'élargir à la question des EHPAD. Moi, je viens mes parents sont au Maroc, là, par exemple, en ce moment, et au Maroc, il y a très, très, très peu d'EHPAD. Ça n'existe pas, et donc les vieux et les vieilles, on les garde à la maison, et c'est impensable d'aller les foutre dans un mouroir. Sauf que je me suis rendu, et je trouvais ça merveilleux, sauf que je me suis rendu compte que dans les faits, ce sont toujours les filles qui se sacrifient pour garder les parents à la maison, et très rarement les garçons. Et donc, l'idée de se dire, mais comment on se répartit ces charges pour que chacun puisse vivre de façon épanouie. Vous parlez d'EHPAD justement et de l'institution. La question de l'institution est importante dans ce sujet. Est-ce que, en quelque sorte, ces institutions comme l'EHPAD participent à tuer la vitalité de nos anciens ou de nos vieux et vieilles, puisque maintenant le mot est déchargé de son stigmate? C'est-à-dire que rien n'est fait dans les EHPAD pour que les gens puissent continuer à vivre une vie amoureuse, à cultiver une forme de désir, etc. Le problème des EHPAD, c'est qu'on n'y voit que la tendance médicalisée, que le soin scientifique et médical, et jamais le bien-être culturel de pouvoir y créer des relations. Et donc, on se retrouve avec des structures qui sont totalement infantilisantes. Et donc, soit au mieux, il y a une espèce de déni de l'amour, soit il est violemment réprimé. Et donc, alors il y a quelques expérimentations comme ça qui sont faites, où vous pouvez encore avoir des chambres pour couple, par exemple, en EHPAD, avec des lits pour couple adaptés, etc. Il y a comme ça quelques tentatives, mais la machine globale est telle qu'il y a une pression extrêmement violente sur les vieilles et les vieux qui sont en EHPAD. Et je ne dis pas ça, il y a des personnels soignants qui sont remarquables et qui font ce qu'ils peuvent. Il y a des militants dans ces maisons, mais la puissance institutionnelle est telle, le poids de la pression marchande est tel, et je ne parle même pas des EHPAD privés, qui a violemment comme ça un enfermement et un véritable isolement des vieilles et des vieux. Et d'ailleurs, on entend rarement la parole des vieilles et des vieux. Elle passe toujours par des jeunes gens qui parlent à la place des vieux, soit les enfants, soit les personnels soignants, soit des journalistes. Et c'était une des volontés du spectacle, c'est-à-dire que ce soit le point de vue des vieilles et des vieux, et qu'on parle depuis la vieillesse, c'est-à-dire depuis un endroit d'expérience concrète et physique de ce qui vous est dénié au quotidien. Alors c'est vrai pour la vie sexuelle, mais c'est vrai tout simplement pour prendre un billet de train. Aujourd'hui, sans smartphone, c'est très compliqué. Et il y a comme ça tout un tas de micro-violences qui font que la vieillesse finit par être marginalisée. Alors Mohamed El Khatib, vous êtes un artisan d'un théâtre vérité qui s'amuse volontiers à jouer avec la fiction pour ne rien gâcher du feu d'artifice que peut parfois permettre le spectacle vivant. Comment trouvez-vous le juste équilibre entre les deux ? Disons que par exemple, le rapport entre la fiction et la réalité, c'est pas du tout mon problème. Ça me regarde pas. Je veux dire que je me pose pas la question. Moi, je fais du théâtre et parfois il est de nature documentaire. Et ce qui m'a posé problème, par exemple, ce qui me pose problème avec le documentaire, c'est que la plupart du temps, quand on s'intéresse aux classes populaires ou aux gens marginalisés ou fragilisés, alors que ce soit l'enfance, que ce soit la vieillesse, etc., on passe toujours par le prisme du documentaire. Les Palestiniens, les sans-abri, comme si on leur déniait le droit à la fiction, le droit d'inventer des histoires, etc. Et donc moi, souvent, je m'accommode. L'origine est toujours, elle, documentaire, puisque je travaille qu'avec des témoins, des gens qui sont des experts de leur vie, qui témoignent de leur vie. Et souvent, je leur demande de venir avec moi sur scène. Et puis parfois, ils refusent, pour des raisons différentes. Et quand ils refusent, parfois, il peut m'arriver d'avoir recours à des acteurs ou des actrices qui viennent pallier une absence, etc. Et puis parfois, des gens me disent « Ah, mais moi, je ne suis pas à l'aise avec ça, je préférerais dire ça », ce qui n'est pas tout à fait la réalité. Et je m'en accommode très bien. C'est-à-dire que
je ne fais pas office de journaliste ou de sociologue, et donc on s'autorise des irruptions comme ça, imaginaires, sur scène, mais de façon comme ça un peu indifférente. Et puis parfois, je me dis, est-ce que les contours de la vérité sont-ils si clairs qu'il n'y a qu'un seul point de vue objectif? Et je l'ai vu notamment avec C'est la vie, une pièce que j'avais faite sur la mort des enfants, où un père de famille me racontait la mort de son fils, et d'une séquence en particulier, et puis quand j'ai interrogé sa femme, c'était une version totalement différente. Et je pense qu'il ne mentait pas, simplement on n'imprime pas la réalité de la même façon, et selon que vous regardiez ce qui se passe, la scène qui est en train de se passer de mon côté ou du vôtre, ou par la fenêtre là-bas, on n'a pas tout à fait la même perception. Et donc pour moi, ça peut être c'est ce qui justifie parfois le recours à l'imaginaire, c'est-à-dire d'essayer d'encercler une question comme ça. Dernière question. Pendant votre processus de création, vous avez procédé à des entretiens, vous le disiez à l'instant, filmés, procédé récurrent pendant vos phases de recherche, mais pour ce projet, vous avez décidé de faire de cette matière un documentaire à paraître, je crois, en 2025. Est-ce une manière de laisser une trace là où le spectacle est par définition lié à l'éphémère du temps de la représentation, surtout avec celui-ci? Alors non, c'est pas tant pour la question de la trace, parce que je trouve ça très bien que les spectacles disparaissent avec la mémoire des spectateurs. Enfin, je suis contre les captations de théâtre, et je trouve ça formidable que, par exemple, quand vous serez tous morts, à plus ou moins brève échéance. Pas tout de suite. La mémoire du spectacle disparaîtra. Et c'est très bien comme ça, je trouve. Que les choses aient une finitude et qu'on l'accepte. Non, ce qui fait que parfois je bascule dans le champ cinématographique, au cinéma ou à la télévision, c'est pour une question d'adresse. C'est parce que le théâtre, ça concerne 1% de la population. Ça concerne des gens comme vous et moi, qui ont déjà une pratique culturelle, qui font l'effort d'aller dans un théâtre, etc. Et j'aime bien que les objets que je fabrique puissent rencontrer des publics qui ne sont pas là, des gens qui ne se sont pas nécessairement concernés par cette question, mais qui le sont. Et donc je trouve que la télévision reste un médium populaire extrêmement accessible. Et donc j'aime bien que des objets puissent circuler sur différents terrains, puissent circuler pour rencontrer des gens que je ne pourrais pas rencontrer dans le cadre des représentations théâtrales. La vie secrète des vieux, du 4 au 19 juillet à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Merci Mohamed El Khatib. Merci à vous.